Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande dictée d'objectifs CRPE. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour se confronter, on va se confronter ensemble, surtout vous, à cet exercice, ce vieil exercice traditionnel du système scolaire qui vous laisse probablement des souvenirs plus ou moins joyeux ou douloureux, mais qui reste une étape absolument incontournable pour qui veut évaluer son orthographe, mais surtout progresser en orthographe, ce qui est évidemment en orthographe et en grammaire, ce qui est évidemment une préoccupation au cœur des professeurs des écoles que vous êtes ou que vous serez probablement très bientôt, je vous le souhaite, pour la plupart d'entre vous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? On va commencer par vérifier que la technique est au rendez-vous, mais je suis sûr que oui, j'attends d'avoir confirmation pour me lancer véritablement. Et peut-être qu'en attendant que tout le monde nous rejoigne, je vais vous proposer une mini-introduction puisqu'on va faire une dictée, puisqu'on va s'intéresser à la langue française. J'ai une petite question à vous poser, petite question de culture générale, mais en fait, de quand date la langue française? Est-ce que vous savez, on va s'intéresser à son orthographe, sa grammaire, sa syntaxe aujourd'hui, mais de quand date la langue française? Petite introduction, le temps que tout le monde nous rejoigne et j'attends vos réponses. On va dire que c'est un concours qui peut nous donner la date ou une date approximative peut-être de naissance de cette langue française dont nous allons parler. En attendant, bonsoir Léa, bonsoir Amel, bonsoir Alexandra, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous, bienvenue. J'ai l'impression que ça fonctionne assez bien. Alors, est-ce qu'il y a un candidat pour répondre à ma question? Quand est née la langue française? Quand est née notre langue? J'attends vos réponses et ça nous donnera un peu de temps, ça laissera un peu de temps pour les retardataires qui doivent se connecter. Voilà, et puis sans réponse de votre part, je vous proposerai moi-même la réponse. Tout fonctionne bien, on me dit 9e ou 10e siècle. Merci Jennifer de risquer une réponse 9e ou 10e siècle. 18e siècle pour Léa, 1539 par François Ier d'Ounidadia, faisant référence probablement à l'édit de Villers-Cotterêts qui fait du français la langue officielle du royaume. Mais ce n'est pas à cette date que je pense. La langue française est bien plus ancienne que ça et une date qu'on peut proposer. Alors il y en a qui ont dit 9e, 10e, on va retenir le 9e siècle. Et on peut même être beaucoup plus précis que ça. On peut donner une date, vraiment une date de naissance à la langue française. C'est du moins ce que font énormément d'historiens. Et cette date, c'est 842. 842, c'est une date extrêmement facile à retenir. 8, 4, 2. Et qu'est-ce qui se passe en 842? Il se passe une réunion au sommet entre deux petits-fils de Charlemagne, Charles le Chauve d'un côté, Louis le Germanique de l'autre. Les deux sont frères et ils décident, dans le cadre d'une querelle dynastique, c'est-à-dire de conflits autour de la succession pour le pouvoir et la domination du royaume de Charlemagne, ils décident de s'associer contre leur frère, un troisième frère, Lothaire. Et ce serment de Strasbourg, donc, qui est prononcé et écrit, signé en 842 entre les deux frères, est considéré par beaucoup d'historiens comme l'acte de naissance du français. Donc, vous pourrez retenir cette date, 842. Alors, ce serment et cette alliance, ils n'en resteront pas là. Un an après, en 843, c'est le traité de Verdun. Et le traité de Verdun se fait cette fois avec le troisième frère, avec Lothaire. Les trois parviennent à s'entendre pour se partager l'empire de Charlemagne. Charles le Chauve aura une partie qu'on appelle la Francie occidentale et qui deviendra la France que vous connaissez. Alors vous avez ici une image qui vient du site Gallica que vous connaissez peut-être, de la BNF, qui vous montre ce serment de Strasbourg et il m'a semblé intéressant de vous montrer le texte. Parce qu'évidemment ce français du 9e siècle, ce n'est pas du tout notre français. Ce qu'on appelle encore la langue romane, c'est ce qu'on va appeler aussi bientôt l'ancien français, qui est très éloigné du français moderne, à tel point qu'on a besoin d'une traduction. Donc voyez l'extrait en français du serment de Strasbourg. Je ne vais même pas me risquer à essayer de vous le lire. Pro Deo Amour et Pro Christian Poblo et Nostro Commun Saluament. J'espère qu'il n'y a pas de professeur de linguistique ou
ou d'anciens français parce qu'ils hurleraient en entendant le lire, mais voyez juste graphiquement la différence avec la traduction en français moderne. Pour l'amour de Dieu et pour le salut du peuple chrétien et notre salut commun en ce jour, de ce jour en avant, autant que Dieu m'en donnera le savoir et le pouvoir, je défendrai mon frère Charles, puisque c'est Louis le Germanique qui dit cette partie du serment en français, devant les hommes français de son frère Charles, je défendrai mon frère Charles et l'aiderai en toutes circonstances, comme on doit, selon l'équité, défendre son frère. Il se garde de dire que c'est contre le troisième frère, mais bon. Pourvu qu'il en fasse autant à mon égard. Et jamais je ne prendrai avec Lothaire aucun arrangement qui, de ma volonté, puisse être nuisible à mon frère Charles. Voilà, donc un an après, traité de Verdun, un des traités géopolitiques les plus importants de notre histoire, mais je vais m'arrêter là avec cette petite introduction. C'était juste voilà, le petit moment culturel, comme on aime bien en donner beaucoup à Objectif CRPE. Et puis en attendant que les derniers nous rejoignent, pour finir mon introduction sur la langue française, quelques mots de Le Clésio que j'aimerais partager avec vous. Le Clésio, donc écrivain français contemporain qui vit encore, prix Nobel de littérature, je ne sais plus en quelle année, et l'auteur de très nombreuses œuvres, qu'elles soient romanesques ou d'essais également. J'ai longtemps cru qu'on avait le choix de sa langue. Alors, je rêvais de parler le russe, le nahuatl, l'égyptien. Je rêvais d'écrire en anglais, la langue la plus poétique, la plus douce, la plus sonore. Pour mieux réaliser ce rêve, j'avais entrepris d'apprendre par cœur le dictionnaire et je récitais de longues listes de mots. Puis, j'ai compris que je me trompais. On n'a pas le choix de sa langue. La langue française, parce qu'elle était ma langue maternelle, était une fatalité, une absolue nécessité. Cette langue m'avait recouvert, m'avait enveloppé, elle était en moi jusqu'au tréfonds. Cela n'avait rien à voir avec la connaissance d'un dictionnaire. C'était ma langue, c'est-à-dire la chair et le sang, les nerfs, la lymphe, le désir et la mémoire, la colère, l'amour, ce que mes yeux avaient vu premièrement, ce que ma peau avait ressenti, ce que j'avais goûté et mangé, ce que j'avais respiré. Les mots n'étaient pas ceux d'une liste, ils étaient des choses, des êtres vivants. Ils étaient âpres, doux, légers, fugitifs et déroutants, décevants parfois, pièges mielleux, horreurs physiques, souvent résonnants comme des coques vides, mais aussi dansants, enivrants, les mots du jour, du jouir, de la jubilation et même jouons avec la mort. Voilà, je voulais vous lire ce texte que j'ai bien aimé parce qu'il exprime en mots de prix Nobel, si on veut, une idée assez simple, c'est que la langue, ce n'est pas quelque chose d'accessoire qui se cantonne au domaine académique et qu'on enseigne parce qu'il faudra l'enseigner à des élèves et on ne sait pas trop pourquoi. Non, la langue, c'est la première interface dans notre rapport au monde, c'est ce qui fait notre être au monde et donc on est pétri de sa langue, on est pétri du français qui conditionne notre manière d'être au monde et d'être aux autres et donc cette langue, et je prêche pour ma paroisse de professeur de français, et cette langue il faut la chérir, il faut la protéger, il faut l'aimer et pour ça il faut la connaître. C'est aussi le sens de cette dictée et c'est pour ça que je me permets cette petite parenthèse, mais on va entrer dans le vif du sujet. Alors juste avant, pour finir ma présentation, quelques mots sur Objectif CRPE, puisque c'est dans le cadre d'Objectif CRPE que j'ai le plaisir d'être devant vous ce soir. Je suis professeur de français d'Objectif CRPE. Et Objectif CRPE, c'est une préparation au CRPE qui est 100% à distance, mais proche de vous. Pourquoi proche de vous? Parce que notre souci constant à Objectif CRPE, c'est le suivi des élèves. Suivi académique, suivi dans leur motivation, suivi dans leur engagement dans la préparation, pour vous accompagner au mieux vers la réalisation de ce qui est pour la plupart d'entre vous une vocation, c'est-à-dire faire le plus beau métier du monde, enseigner. Voilà, donc ce sont des cours en live qui sont disponibles en replay si vous n'êtes pas disponible pour le live, 24 heures sur 24, sur absolument tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour le concours, dans les différentes matières. Ce sont des entraînements au plus près de la réalité du concours, en conditions de concours, ce qui est absolument indispensable, avec des retours incarnés. Pourquoi incarnés? Parce que ce n'est pas 3 traits de stylo rouge sur une copie, ce sont des corrections vidéo, des vidéocorrections dans notre jargon. Ça veut dire que vous voyez votre copie, puis vous voyez un prof qui vous la commente en direct, en vous disant bah, « ça c'est bien, ça, il faut faire attention, etc. etc. » Des formateurs experts du concours qui font partie du jury pour beaucoup d'entre eux, un groupe Facebook pour communiquer entre les étudiants, travailler ensemble, s'entraider, ce qui est une autre clé de réussite,
des cours de méthodologie de travail, sur la gestion du stress, de l'organisation, de l'apprentissage, de la mémorisation. Une équipe à votre service réactive en live toutes les semaines pour répondre à toutes vos questions. Et puis, un des petits plus qu'on propose, c'est l'option Nouvelle Chance. On fait un bilan vidéo de vos copies du CRPE 2022. Si vous avez malheureusement échoué au concours, on peut faire un diagnostic qui est toujours un excellent point de départ pour recommencer la préparation. Voilà, on propose aussi pour ceux qui nous rejoignent un peu plus tard une préparation intensive, un rattrapage progressif des cours sur le premier mois d'inscription. Et puis ensuite, on rejoint les lives sur le mois suivant avec 2 épreuves écrites, une épreuve orale. Et on va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on est là pour faire de la grammaire. Mais notez le numéro, notez le site internet, prenez rendez-vous avec un conseiller juste pour discuter un peu de où vous en êtes sur le CRPE, vous vous interrogez sur y aller, ne pas y aller, recommencer, quelle préparation. Discutez avec un de nos conseillers, ça ne coûte évidemment rien. Voilà les tarifs, alors oui, parce qu'il faut parler de tarifs. Je vous en parlerai surtout pour vous dire, je vous laisse voir le tableau, surtout pour vous dire qu'il y a 150 € de réduction, je le découvre avec vous, jusqu'au 31. Donc si vous nous rejoignez vite, vous bénéficiez d'une réduction. Voilà, donc il faut se dépêcher et vous avez la préparation intensive avec financement externe, avec financement personnel, selon les options. Je vous laisse regarder tout ça, allez sur le site et je vous propose maintenant de faire de la grammaire. Alors le texte que je vais vous proposer en dictée, c'est un texte est-ce que j'ai peut-être le plaisir d'avoir certains élèves d'objectifs CRPE avec nous. Je les salue tout particulièrement. Bienvenue et si c'est le cas, ils ont l'habitude de Marguerite Yourcenar parce qu'ils savent que c'est un écrivain que j'aime beaucoup et qui est en plus génial pour faire de la grammaire. Donc je vais vous proposer un extrait de peut-être le texte le plus connu de Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien, un texte qui date de 1951. Alors Marguerite Yourcenar, on ne va pas rentrer dans une biographie interminable, simplement vous dire que écrivain du XXe siècle donc, et qui se distingue par une écriture extrêmement classique. Pourquoi elle se distingue? Parce que c'est l'époque du nouveau roman, c'est l'époque d'une littérature très expérimentale. Et Marguerite Yourcenar, elle, avec une langue classique, puise au contraire dans l'héritage classique, la Grèce antique, Rome. Elle est pétrie de culture classique et ça va nourrir l'ensemble de son œuvre. Et particulièrement ce texte, Les Mémoires d'Adrien, puisqu'elle se met dans la peau d'un empereur romain, l'empereur Adrien, de la dynastie des Antonins, qui règne à l'apogée de l'Empire romain. Et elle essaie de rentrer dans sa tête, de rentrer dans sa peau pour découvrir, pour réfléchir, pour nous offrir une grande méditation littéraire sur ce qui fonde un homme, son histoire, ses relations, ses pensées, ce qui fonde aussi une civilisation à travers un homme, puisque cet homme est empereur de Rome. Et c'est un texte extraordinaire, d'une densité, d'une richesse culturelle absolument stupéfiante. Et je suis très heureux d'en partager un extrait avec vous. Un petit détail aussi qui ne gâte rien, Marguerite Yourcenar est la première femme à entrer à l'Académie française en 1980, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc un événement évidemment dans le monde littéraire. On récompense ce très grand écrivain classique et Dieu merci, beaucoup de femmes l'ont rejointe depuis cette élection. On se lance ? Est-ce que vous êtes prêts pour la dictée? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire, que ce soit sur le texte, sur Objectif CRPE, sur Marguerite Yourcenar, ou est-ce qu'on se lance dans notre dictée? Vous êtes prêts? Allez, Léa me dit yes. Et bien Léa, je suis votre signal et vous voyez, je vais lire directement dans le texte. Très belle édition de la NRF que je vous recommande si vous voulez. L'édition, ça fait beaucoup pour le livre aussi, si vous voulez découvrir les mémoires d'Adrien. Alors, je vais commencer par vous lire le texte en entier. Ensuite, évidemment, on ira tout doucement, on le décompose. Je vous le relirai en entier à la fin. Je vous laisse du temps pour vous relire et ensuite je vous proposerai une analyse de ce que je considère comme les difficultés principales, les points de grammaire principaux. Évidemment, vous serez libre de poser toutes les questions que vous voulez. Je vous lis donc le texte en entier. En Espagne, aux environs de Tarragone, un jour où je visitais seul une exploitation minière à demi abandonnée. Alors pardon, je m'interromps directement, j'ai quand même oublié de vous mettre un peu le contexte. Ce roman, c'est une longue lettre qu'Adrien,
qui est à la fin de sa vie, qui est à l'approche de la mort, hein, qui voit venir, la maladie l'envahit de plus en plus, il écrit une longue lettre à son successeur. Ce successeur, ce sera Marc Aurèle, le fameux empereur philosophe. Alors il y aura d'abord Antonin le Pieux, puis Marc Aurèle, et il écrit une longue lettre à Marc, qui deviendra Marc Aurèle, comme un espèce de testament spirituel, politique, culturel et humain. Et donc il parle à la première personne. Donc le jeu, c'est l'empereur Adrien. Je reprends. En Espagne, aux environs de Tarragone, un jour où je visitais seul une exploitation minière à demi abandonnée, un esclave dont la vie déjà longue s'était passée presque tout entière dans ces corridors souterrains, se jeta sur moi avec un couteau. Pointillogiquement, il se vengeait sur l'empereur de ses 43 ans de servitude. Je le désarmai facilement, je le remis à mon médecin, sa fureur tomba, il se transforma en ce qu'il était vraiment, un être pas moins sensé que les autres et plus fidèle que beaucoup. Ce coupable, que la loi sauvagement appliquée eût fait exécuter sur le champ, devint pour moi un serviteur utile. La plupart des hommes ressemblent à cet esclave. Ils ne sont que trop soumis. Leurs longues périodes d'hébétude sont coupées de quelques révoltes aussi brutales qu'inutiles. Je voulais voir si une liberté sagement entendue n'en eût pas tiré davantage. Et je m'étonne que pareille expérience n'ait pas tenté plus de princes. Voilà l'extrait que je m'apprête à vous dicter. On y va? On y va pour la dictée. Vous avez un crayon, vous avez une feuille, vous êtes concentré, vous êtes au calme, dans les meilleures conditions possibles. Donc il faut évidemment prendre la dictée assez rapidement, vous aurez du temps pour vous relire. Et n'hésitez pas, si je vais trop vite, à me le signaler. En Espagne, virgule, aux environs de Tarragone, virgule, en Espagne, virgule, aux environs de Tarragone, virgule, un jour où je visitais seul une exploitation minière à demi abandonnée, un jour où je visitais seul une exploitation minière à demi abandonnée, un jour où je visitais seul une exploitation minière à demi abandonnée, virgule, un esclave dont la vie déjà longue s'était passée presque tout entière dans ces corridors souterrains, se jeta sur moi avec un couteau. Point. Un esclave dont la vie déjà longue s'était passée presque tout entière dans ces corridors souterrains, se jeta sur moi avec un couteau. Point. Je vais relire toute la première phrase. En Espagne, virgule, aux environs de Tarragone, virgule, un jour où je visitais seul une exploitation minière à demi abandonnée, virgule, un esclave dont la vie déjà longue s'était passée presque tout entière dans ces corridors souterrains, se jeta sur moi avec un couteau. Point. Est-ce que c'est bon pour la première phrase?
Alors, il y a pas mal de oui, un non. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais relire la première phrase et enchaîner. En Espagne, virgule, aux environs de Tarragone, virgule, un jour où je visitais seul une exploitation minière à demi abandonnée, virgule, un esclave dont la vie déjà longue s'était passée presque tout entière dans ces corridors souterrains, se jeta sur moi avec un couteau. Point. Pointillogiquement, virgule, pointillogiquement, virgule, pointillogiquement, virgule, il se vengeait sur l'empereur de ses 43 ans de solitude. Point. Pointillogiquement, virgule, il se vengeait sur l'empereur de ses 43 ans de servitude. Est-ce que j'ai dit solitude la première fois? Je ne sais pas si c'est le cas, pardon, c'est servitude, bien sûr. C'est un esclave, c'est la servitude. Pointillogiquement, virgule, il se vengeait sur l'empereur de ses 43 ans de servitude. Point. Il se vengeait sur l'empereur de ses 43 ans de servitude. Point. Je le désarmais facilement. Point virgule. Je le désarmais facilement. Point virgule. Je le désarmais facilement. Point virgule. Je le remis à mon médecin. Point virgule. Je le désarmais facilement. Point virgule. Je le remis à mon médecin. Point virgule. Sa fureur tomba. Point virgule. Je le désarmais facilement. Point virgule. Je le remis à mon médecin. Point virgule. Sa fureur tomba. Point virgule. Il se transforma en ce qu'il était vraiment. Il se transforma en ce qu'il était vraiment, virgule, un être pas moins sensé que les autres. Il se transforma en ce qu'il était vraiment, virgule, un être pas... Alors, on me dit qu'il y a un problème que je ne m'explique pas, qu'on verrait la dictée écrite, je ne vois pas comment. Il y aurait des sous-titres. Est-ce que c'est Facebook qui fait des sous-titres? Je ne sais pas. Alors, je suis en train de faire la dictée et on me dit qu'il voit la dictée. Est-ce que c'est Facebook qui rajoute des sous-titres? D'accord. Alors, a priori, c'est Facebook, mais j'imagine que Facebook doit faire plein de fautes d'orthographe. Donc, ne vous y fiez surtout pas. Ok, c'est un petit imprévu. Désolé pour ça. C'est pas nous qui avons mis les sous-titres. Alors, ça doit dépendre de vos versions de ci ou de ça, de smartphone. Je ne connais rien à tout ça, malheureusement. Est-ce que les sous-titres sont bien écrits ou est-ce que c'est bourré de fautes d'orthographe? J'imagine que c'est bourré de fautes d'orthographe. Donc, à mon avis, ce sont des pièges. En fait, nous avons fait exprès. C'est pour vous piéger. Ok, donc à mon avis, il y a un paramètre. Je ne sais pas si nous, on peut le stopper. En fait, c'est Facebook au niveau de chacun. Donc, vous pouvez supprimer vous-même les sous-titres. Ça ne dépend pas de nous. Il faut supprimer les sous-titres en cliquant. Mais de toute façon, on me dit dans l'oreillette qu'il y a plein de fautes dans les sous-titres. Donc, vous ne pouvez vous fier qu'à vous. Il faut ne vous fier qu'à vous et à votre orthographe. Voilà, c'est les paramètres de chacun. Donc, on prend le temps pour chacun de les enlever. Désolé pour ce petit contretemps. On le saura la prochaine fois. Et ça doit être une nouveauté Facebook parce que Objectif CRPE est coutumière du
de la grande dictée, je crois qu'elle avait lu sur Facebook, et on n'avait pas ce problème-là. Voilà, il y a plein de fautes, donc de toute façon, vous êtes seul face à votre texte et je vous propose de reprendre. Je le désarmais facilement, point virgule. Je le remis à mon médecin, point virgule. Sa fureur tomba, point virgule. Il se transforma en ce qu'il était vraiment, virgule, un être pas moins sensé que les autres, virgule, un être pas moins sensé que les autres, virgule, et plus fidèle que beaucoup. Point. Ce sont effectivement les joies du direct. Pardon, toutes nos excuses encore, on le saura la prochaine fois. Je reprends la phrase en entier. Je le désarmais facilement, point virgule. Je le remis à mon médecin, point virgule. Sa fureur tomba, point virgule. Il se transforma en ce qu'il était vraiment, virgule. Un être pas moins sensé que les autres, virgule, et plus fidèle que beaucoup. Point. Phrase suivante. Ce coupable que la loi sauvagement appliquée eût fait exécuter sur le champ, ce coupable que la loi sauvagement appliquée eût fait exécuter sur le champ, devint pour moi un serviteur utile. Point. Ce coupable que la loi sauvagement appliquée eût fait exécuter sur le champ, devint pour moi un serviteur utile. Point. Ce coupable que la loi sauvagement appliquée eût fait exécuter sur le champ, devint pour moi un serviteur utile. Point. La plupart des hommes ressemblent à cet esclave. Deux points. La plupart des hommes ressemblent à cet esclave. Deux points. La plupart des hommes ressemblent à cet esclave. Deux points. Ils ne sont que trop soumis. Point virgule. La plupart des hommes ressemblent à cet esclave. Deux points. Ils ne sont que trop soumis. Point virgule. Leur longue période d'hébétude sont coupées de quelques révoltes aussi brutales qu'inutiles. Leurs longues périodes d'hébétude sont coupées de quelques révoltes aussi brutales qu'inutiles. Point. Je reprends l'ensemble de la phrase. La plupart des hommes ressemblent à cet esclave. Ils ne sont que trop soumis. Point virgule. Leurs longues périodes d'hébétude sont coupées de quelques révoltes aussi brutales qu'inutiles. Point. Ça va le rythme? Je voulais voir si une liberté sagement entendue n'en eût pas tiré davantage, virgule. Je voulais voir si une liberté sagement entendue n'en eût pas tiré davantage, virgule. Je voulais voir si une liberté sagement entendue n'en eût pas tiré davantage, virgule, et je m'étonne que pareille expérience n'ait pas tenté plus de princes. Et je m'étonne
que pareille expérience n'ait pas tenté plus de princes. Point. Est-ce que vous l'avez? C'est la fin de la dictée. Je vais la relire en entier, mais d'abord, j'attends de voir si vous êtes bon. Je vais peut-être juste relire la dernière phrase. Je voulais savoir si une liberté sagement entendue n'en eût pas tiré davantage, virgule, et je m'étonne que pareille expérience n'ait pas tenté plus de princes. Point. Alors, c'est bon, vous l'avez, je vais la relire en entier, vous allez vous relire, mais n'hésitez pas à me dire dans le chat, oui, c'est bon, a priori. C'est pas évident, évidemment, quand on est devant une classe, on les voit écrire, donc on sait quand il faut reprendre. Là, c'est moins évident, mais j'ai l'impression que je ne suis pas allé trop vite, donc c'est parfait. C'est parfait. Si j'ai un peu d'autres signaux, j'ai l'impression que ça dépend un peu de la connexion aussi, le petit décalage qu'il y a entre nous. Je vais pouvoir vous relire. Bon, j'ai l'impression que c'est bon. Je vous relis l'ensemble de la dictée. En Espagne, virgule, aux environs de Tarragone, virgule, un jour où je visitais seul une exploitation minière à demi abandonnée, virgule, un esclave dont la vie déjà longue s'était passée presque tout entière dans ces corridors souterrains, se jeta sur moi avec un couteau. Point. Pointillogiquement, virgule, il se vengeait sur l'empereur de ses 43 ans de servitude. Point. Je le désarmai facilement. Point virgule. Je le remis à mon médecin. Point virgule. Sa fureur tomba. Point virgule. Il se transforma en ce qu'il était vraiment, virgule, un être pas moins sensé que les autres, virgule, et plus fidèle que beaucoup. Point. Ce coupable que la loi sauvagement appliquée eût fait exécuter sur le champ devint pour moi un serviteur utile. Point. La plupart des hommes ressemblent à cet esclave. Deux points. Ils ne sont que trop soumis. Point virgule. Leurs longues périodes d'hébétude sont coupées de quelques révoltes aussi brutales qu'inutiles. Point. Je voulais voir si une liberté sagement entendue n'en eût pas tiré davantage, virgule, et je m'étonne que pareille expérience n'ait pas tenté plus de princes. Point. Voilà pour ce petit épisode tiré du livre, hein, une belle histoire qui nous montre un empereur Hadrien humaniste, préoccupé par ces questions d'esclavage, comme ça a été le cas de plusieurs empereurs, notamment ces empereurs philosophes, pas tous évidemment. Et je ne sais pas si cette histoire est tirée des annales, hein, vient de toutes les recherches absolument colossales qu'a effectué Marguerite Yourcenar, ou si ça vient de son imagination qui a pris la suite des annales, des documents pour faire l'œuvre littéraire, faire le roman, peu importe. Je vous laisse maintenant vous relire en silence. On va prendre 4-5 minutes pour une relecture silencieuse avant de faire défiler les principales difficultés. Voilà, et j'espère que Capucine a pu suivre la dictée et qu'elle aura une meilleure note que sa maman, ce qui lui permettrait de l'aider pour le CRPE. Et donc ce serait une chance pour tout le monde. Merci Valérie pour l'information. Valérie qui nous dit que Capucine, sa fille, est à ses côtés. Alors, après quelques révoltes, je relis. Leurs longues périodes d'hébétude sont coupées de quelques révoltes aussi brutales qu'inutiles. Point. Leurs longues périodes d'hébétude sont coupées de quelques révoltes aussi brutales qu'inutiles. Point. Je voulais voir si une liberté sagement entendue n'en eût pas tiré davantage. Je voulais voir si une liberté sagement entendue n'en eût pas tiré davantage, virgule,
Et je m'étonne que pareille expérience n'ait pas tenté plus de princes. Et je m'étonne que pareille expérience n'ait pas tenté plus de princes. Voilà pour la dictée. Allez, encore, je vous laisse un peu de temps pour vous relire. 3 minutes. Attention, une relecture efficace, c'est une relecture avec des points de vigilance. Ah, là, je vais faire particulièrement attention aux accords. Là, je vais faire particulièrement attention à l'orthographe d'usage, l'orthographe lexicale. Là, je vais faire très attention à la conjugaison. Vous voyez, si vous lisez comme ça pour lire, il est très probable que les possibles erreurs que vous ayez faites ne vous apparaissent pas. Alors, et n'hésitez pas, dès que vous avez fini votre lecture, que vous avez l'impression que vous êtes bon, vous mettez un petit message sur le chat, comme ça, je peux suivre un peu le rythme et je sais quand on peut se lancer dans la correction. C'est bon pour Audrey, merci Audrey. Alors, j'ai l'impression que la relecture est faite pour la plupart d'entre vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette dictée? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Si oui, beaucoup. Ou est-ce que, au contraire, ça vous a semblé facile? Quelles hésitations? Je vois qu'un nombre important a terminé. C'est parfait. Allez, encore 2 minutes. En attendant, vous pouvez vous perdre dans la contemplation de cette belle photo de Marguerite Yourcenar et de ce beau regard intelligent, à côté de la statue d'Adrien qu'elle a essayé de devenir à travers cette expérience littéraire très singulière. Alors, quelques difficultés pour Marie-Michel. Léa n'a pas pu finir, j'en suis désolé Léa, on va voir avec la correction. Les accords et la conjugaison, ok, on va revoir tout ça évidemment. Alors Anaïs adore, alors Anaïs, j'espère que vous n'avez pas fait trop de fautes. Ok, donc il y a plein de points de vigilance qu'il faut qu'on voit ensemble, donc je vous propose, vous êtes prêts? Est-ce que je vous montre la correction avant de la commenter? Plutôt abordable. Ok, alors moi je suis d'accord, c'est plutôt abordable comme dictée. Et donc on va mettre un barème, si vous voulez, on va se mettre un barème, on va dire qu'on va noter cette dictée sur 10 points parce que le texte est court. Le texte est court, donc on note sur 10 et on va se dire que une faute d'orthographe lexicale, c'est-à-dire une faute sur l'écriture du mot, c'est moins un demi-point. Et une faute d'orthographe grammaticale, faute d'accord, faute de conjugaison, etc., c'est moins 1 point. Donc pour ceux qui veulent se noter, vous n'êtes pas obligé de vous noter, hein. Le plus important, c'est évidemment qu'on voit les fautes, qu'on les comprenne. Mais n'hésitez pas à vous noter si ça vous amuse. Et vous vous enlevez 1 point pour chaque faute grammaticale et un demi-point pour chaque faute lexicale. Et si vous ne savez pas si c'est l'un ou l'autre, vous me demandez, je vous le dirai. Voilà la dictée corrigée. Je vous laisse prendre un peu le temps de la contempler. Vous avez ici le texte écrit correctement, en tout cas tel que l'a écrit Marguerite Yourcenar. Voilà, le problème effectivement, c'est que je fais les liaisons et du coup, pour les accords, ça enlève quelques difficultés. Alors j'ai essayé de vous embrouiller un peu en les faisant parfois et parfois pas, pour que vous soyez obligé de vous poser des questions. Je ne sais pas si ça a eu trop d'effet. C'était peut-être un peu grossier comme stratagème. Peu importe, hein, l'essentiel c'est qu'on puisse s'arrêter et bien faire le point sur tous les éléments. Alors moi, le premier élément sur lequel, les premiers éléments sur lesquels je voudrais qu'on s'arrête, ce sont les fameux homophones grammaticaux. Tous ces petits mots grammaticaux
qui servent tout le temps en français et qui peuvent, alors ce ne sont pas des difficultés, c'est de niveau débutant, mais ça peut poser problème. Pourquoi? Ce sont des homophones, ça sonne pareil, on les entend pareil, mais ce ne sont pas du tout les mêmes termes. Ils n'ont pas du tout la même fonction dans la phrase. Ils ont des rôles très différents. Donc, ces homophones grammaticaux, j'en ai relevé quelques-uns. Peut-être que j'en ai oublié. Si j'en ai oublié, vous me les signalerez. J'ai relevé « ou ». Vous savez, le « ou » avec cette hésitation constante. Est-ce que je mets l'accent ou est-ce que je ne mets pas l'accent? J'ai relevé le « a ». A avec accent ici, il y en a deux. Pourquoi fallait-il mettre l'accent? J'ai relevé le « tout ». Dans tout entière, je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir fait une erreur à tout, dans tout entière. Tout s'écrit T-O-U-T, on va voir pourquoi. Et puis j'ai relevé le leur, ce mot qui pose beaucoup de problèmes. Leur, quand est-ce qu'on met un S, quand est-ce qu'on accorde, on n'accorde pas? Eh bien ça dépend, parce que leur c'est en fait plein de mots différents, des mots grammaticaux qui sont des homophones. Donc on va les prendre les uns après les autres pour se faire des petits rappels sur ce qui n'était pas le plus difficile, mais on a vite fait quand même d'oublier quelque chose. Alors, ou, commençons par ou, premier mot. Ou avec accent, je rappelle que c'est l'adverbe relatif ou interrogatif de lieu. Ça renvoie toujours, presque toujours, je vais dire, à un lieu, parce que par extension, parfois, ça a une valeur un peu temporelle. On peut dire, c'est l'époque où j'étais professeur de français. L'époque où j'étais professeur de français, ce n'est plus un lieu, ça devient une temporalité, mais c'est une extension, si vous voulez, c'est une déformation du sens initial. Quand j'ai ou sans accent, je suis avec la conjonction de coordination. La conjonction de coordination, ce petit mot qui sert à relier deux éléments, deux mots, deux propositions, deux groupes nominaux, deux syntagmes, deux propositions, deux phrases, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et ou, c'est la conjonction de coordination qui sert à proposer un choix, par exemple, ou une alternative, ou plusieurs possibilités dans le cadre dans plein de cadres différents. La petite astuce là-dessus, c'est que ou, vous pouvez le remplacer par ou bien. Ou sans accent, vous pouvez le remplacer par ou bien. Si ça fonctionne, c'est que c'est OU sans accent. Si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est le pronom ou l'adverbe relatif ou interrogatif. L'adverbe relatif ou interrogatif, pardon, on parle parfois de pronom, on dit adverbe relatif, mais vous pouvez aussi parler de pronom relatif, ça fonctionne très bien, pour qui, que, quoi, dont, où. Voilà, donc cette petite astuce, si vous avez fait l'erreur, retenez-la, et je vous propose de passer à la seconde. La seconde, c'était A. A avec accent, c'est une préposition, et je rappelle que la préposition, il faut vraiment retenir à quoi ça sert une préposition. Ça sert toujours à introduire un complément. La préposition, c'est ce petit mot, il y en a plein en français, qui sert à introduire un complément. Complément d'objet indirect, complément du nom, complément circonstanciel parfois. Ici, ça introduit alors ici, le premier A, il fonctionne avec le A demi abandonné. Donc dans le cadre d'une locution qui est à demi. Et puis j'en ai un deuxième, je le remis à mon médecin. Ici c'est un COI, je le remis à qui? On remet quelque chose à quelqu'un. Donc je le remis à mon médecin. Ici c'est le A avec accent. A sans accent, c'est le verbe avoir. Troisième personne du singulier. Et donc l'astuce, pour être sûr de faire la différence, si on ne voit pas immédiatement la différence, c'est d'essayer de remplacer a par avait. Le même verbe avoir à la même personne, mais au passé. Et en le passant au passé, on n'a plus ce problème d'homophonie. La forme change. Si vous pouvez remplacer par avait, c'est que c'est le verbe avoir et donc c'est qu'il ne faut pas d'accent. Si vous ne pouvez pas, c'est que c'est A avec accent. C'est bon pour A? Alors je continue, c'est peut-être pas les erreurs les plus difficiles. Tout, c'est peut-être plus difficile. En général, c'est une faute assez courante, le tout. J'étais très content qu'il y ait ça dans le petit texte que j'avais repéré, parce que tout, ça peut avoir plein de natures différentes. La question que vous devez vous poser, c'est toujours la même en grammaire de toute façon, c'est toujours la fonction qui va nous éclairer. À quoi ça sert? Vous pouvez hésiter entre les natures, puisqu'il y a plein de mots qui se ressemblent, qui ont la même forme, qui s'entendent pareil. Quand on hésite, parfois il y a même un même mot qui est à la fois adverbe, enfin qui peut être plein de choses différentes. Quand on hésite, on se demande toujours à quoi ça sert, quelle est la fonction. Et c'est par la fonction, par le rôle du mot dans la phrase qu'on va retrouver la nature. Ici, tout entière, à quoi ça sert tout? Tout entière, ça sert à modifier l'adjectif entière. Si ça sert à modifier un adjectif, c'est forcément
il y a un seul élément qui modifie comme ça directement un adjectif, c'est l'adverbe. Alors vous pouvez avoir un complément de l'adjectif, mais il faut une préposition, c'est très différent. Quand ça modifie directement l'adjectif, pour des questions d'intensité, de totalité, trait, tout, etc., c'est un adverbe. Je vous rappelle que l'adverbe sert à modifier un adjectif, ou sert à modifier un verbe, ou sert à modifier un adverbe, ou sert à modifier l'ensemble de la phrase. Ici, un mot comme ça qui modifie un adjectif, c'est un adverbe. Or, je vous rappelle que l'adverbe est invariable. Mais, on est ici face à une petite exception pour des questions phonétiques. Quand tout est adverbe, c'est invariable comme tous les adverbes, sauf devant un adjectif féminin qui commence par une consonne. Ainsi, on écrit « elle est tout entière », ça s'était passé, sa vie tout entière, on écrit T-O-U-T. Je peux écrire aussi « elle est tout émue », T-O-U-T. En revanche, si l'adjectif qui suit tout commence par une consonne, on va écrire T-O-U-T-E. Parce que si on disait « elle est tout belle », on a besoin, la langue a besoin de quelque chose, d'un appui avant de dire l'adjectif par proximité avec d'autres structures. Et donc, on a eu cette espèce d'exception qui s'est constituée. J'écris « elle est toute émue » T-O-U-T, mais j'écris « elle est toute belle » avec un E. Si bien que la règle, c'est que l'adverbe « tout » s'accorde devant un adjectif féminin qui commence par une consonne. Et comme ça s'accorde, on accorde non seulement en genre avec un E, mais aussi en nombre. Donc, si c'est « elles sont toutes belles », on va mettre T-O-U-T-E-S. J'espère que c'est clair. Tout peut être aussi un adjectif. Quand il modifie non pas un adjectif ou un adverbe ou la phrase ou le verbe, mais un nom. Qu'est-ce qui modifie un nom en français? Il peut y avoir le complément du nom, il peut y avoir aussi l'adjectif. Je travaille toute la journée. Toute ici nous donne des informations sur la journée. Alors, dans certaines grammaires, vous verrez que toute fait partie du déterminant. Toute là. En fait, le déterminant qui sert à introduire le nom, c'est toute là. C'est une analyse qui fonctionne aussi. Et dans un cas comme dans l'autre, quelle que soit votre manière de l'analyser, que ce soit adjectif ou déterminant, ça s'accorde avec le nom que ça qualifie ou que ça détermine. Donc toute la journée, je vais l'accorder, je vais mettre un E. Et tout peut enfin être un pronom. Le pronom, c'est ce qui désigne. Le pronom a un équivalent, c'est une manière dans la langue de désigner quelque chose. Soit que ça reprenne un nom, qu'on a déjà vu dans le texte, soit que ce soit l'équivalent d'une réalité dans le monde qui nous entoure. Vous voyez, si je dis « ce stylo me plaît », « il est jaune », « il », c'est un pronom qui désigne ce stylo. Derrière ce « il », il y a le stylo. Donc le pronom qui désigne une entité, vous allez le repérer parce qu'il occupe des fonctions qui sont des fonctions essentielles, des fonctions comme le nom qui lui aussi désigne. Par exemple, dans « tous sont venus », « tous » est un pronom, il est sujet du verbe « venir ». Dans « je veux tout », tout est COD du verbe vouloir. Vous voyez, ce sont des fonctions essentielles, des fonctions nominales, parfois, dit-on aussi parfois. Tout s'est bien passé, tout est sujet. Et quand tout est pronom, il prend la forme, il change de forme en fonction de ce qu'il désigne. Il s'accorde en genre et en nombre. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce qu'on est bon sur ce tout qui, je pense, était une des principales difficultés? J'espère que oui, vous m'arrêterez sinon, on reviendra sur l'autre question à la fin et j'avance. Il y avait encore l'heure. L'heure, est-ce que je l'accorde ou pas? L'heure, ça peut être plusieurs choses. L'heure, ça peut être un pronom personnel. Exemple, les élèves ont une mauvaise orthographe. Il faut leur faire des dictées. Leur, c'est un pronom personnel. Il désigne. Il désigne qui ici? Les élèves. C'est l'équivalent, cette phrase. Il faut faire des dictées à eux. Et ce que je viens de faire là, cette petite transformation de la phrase pour faire apparaître plus facilement quelque chose, c'est l'attitude, absolument le réflexe essentiel de tout grammairien ou apprenti grammairien, c'est ce qu'on appelle une manipulation. Je fais une manipulation de ma phrase pour faire apparaître un élément de manière plus évidente. Ici, en mettant AE, je reconnais le pronom E qui, lui, est toujours pronom. Et du coup, il n'y a plus de doute, l'heure est bien pronom. Quand l'heure est un pronom, il est invariable. C'est-à-dire c'est toujours la même forme, c'est L-E-U-R. De toute façon, c'est un pronom qui correspond à une personne particulière. Et donc, il n'a pas de raison de changer de forme. L'heure peut être aussi un pronom possessif. Là, j'avais le pronom personnel. Le pronom possessif, c'est le pronom qui rattache ce qu'il désigne à un possesseur. Et il se construit toujours avec un déterminant. Le mien, le tien, la sienne, le leur. Donc il peut varier, il y a plein de formes. Il varie énormément
pour deux raisons. La première, c'est qu'il varie en fonction de l'objet qu'il désigne. Si je dis « Ah, c'est ta voiture », non, c'est la sienne. Bah, sienne, c'est parce que la voiture est féminine. Mais ça varie aussi en fonction du possesseur. Est-ce que le possesseur, c'est toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une troisième personne? Et donc, c'est toutes ces formes que vous connaissez. Le nôtre, les nôtres, la nôtre, la leur, la sienne, etc. Ça, c'est le pronom possessif. Et le pronom possessif, il s'accorde. Il prend un S. Alors, jamais de E, mais il prend un S quand il désigne un élément pluriel. Ta voiture est en panne? Prends une des leurs. Manipulation. Prends une de leurs voitures. Et dans ma manipulation, j'ai fait apparaître la troisième possibilité, leur peut être un déterminant possessif. Tout entière, c'est grammatical, c'est un point. Désolé Cécile, tout entière, c'est un homophone grammatical que vous avez manqué, donc c'est un point. Leur déterminant possessif, comme dans, donc c'est un déterminant qui sert à introduire le mot dans la phrase, à l'actualiser dans la phrase. Leurs voitures aussi sont en panne. Ici, leur sert simplement à introduire voiture en l'associant à un possesseur. C'est la voiture de eux ou de elles, qui sont, enfin les voitures de eux ou de elles qui sont en panne. J'espère que tout ça est clair sur le leur et je continue. Voilà, il y avait des difficultés de conjugaison. Alors un des éléments, c'était l'imparfait et le passé simple. Vous connaissez peut-être vos conjugaisons. Première personne de l'imparfait, donc l'imparfait là vous l'avez en jaune. Première personne AIS, troisième personne du singulier AIT. Je voulais re-AIS. Et pour le passé simple, on a un se jeta, donc là c'est la troisième personne en A d'un verbe du premier groupe, désarmait. Et alors là, désarmait, c'est une demi-erreur. C'est une erreur parce que c'est du passé simple et c'est une des confusions possibles. Au passé simple, désarmait, ça sonne pareil à l'imparfait et au passé simple. Pour les verbes du premier groupe, les verbes en ER. Le verbe désarmer, son passé simple, c'est je désarmais, AI, alors que l'imparfait c'est AIS. Tu désarmas, AS, il désarma, A, nous désarmâmes, A, accent circonflexe, MES, etc. Ici, vous auriez pu, il fallait vraiment regarder, et comme toujours en grammaire, il faut observer le sens, le contexte linguistique, il fallait regarder ce qu'il y avait autour. Vous avez, si vous êtes un peu rodé sur la valeur des temps verbaux, qui est un grand classique du CRPE dans les questions, vous avez une succession d'actions. Je le désarmais facilement, je le remis à mon médecin, sa fureur tomba. La seule manière d'évoquer cette succession temporelle, c'est d'utiliser des passés simples. L'imparfait n'a pas cette possibilité d'évoquer la succession temporelle, puisque l'imparfait, c'est l'aspect, ce qu'on appelle l'aspect non borné, c'est-à-dire qu'on voit le procès, on l'envisage, ou l'action, si vous voulez, est envisagée de l'intérieur. Et si on l'envisage de l'intérieur, on ne peut pas le faire se succéder à d'autres actions. Pour faire se succéder une action à une autre action, il faut l'envisager de l'extérieur pour qu'elle puisse se situer sur une ligne chronologique. Donc vous auriez pu deviner ici, donc c'est quand même une erreur, même si ça ne crée pas une incorrection totale syntaxique. Désarmait, vous auriez pu observer et voir que c'était du passé simple. Ça nous donne une bonne leçon, tout part toujours du sens. La grammaire, ce n'est pas l'application bête et méchante, je le répète toujours aux étudiants de CRPE, ce n'est pas l'application bête et méchante d'une liste de règles, non, c'est une science extraordinaire qui consiste à observer. Observer la langue qui nous arrive d'une histoire millénaire, on peut le dire, puisque 842, c'est il y a plus d'un millénaire, et qui nous arrive comme un espèce d'héritage dans un certain état, et on l'observe pour essayer de comprendre comment elle fonctionne. Voilà, et puis on a deux vins et voulait, mais ça c'est moins compliqué. Voilà pour la conjugaison. La faute de conjugaison, c'est un point par faute, et encore je suis gentil. D'autres difficultés de conjugaison, on avait du subjonctif. Et pas n'importe quel subjonctif, du plus que parfait du subjonctif. U fait, dans U fait exécuté sur le champ, et U tiré dans n'en eût pas tiré davantage. Et là, évidemment, vous étiez attendu au tournant, parce que c'est un temps, alors on est chez Marguerite Yourcenar, écrivain classique, qui utilise une concordance des temps classiques, ce magnifique imparfait du subjonctif, ou plus que parfait du subjonctif, qui est en voie de disparition. Et il sonne pareil que la troisième personne du passé simple. J'eus, tu eus, il eut. Ce qui le distingue, c'est cet accent circonflexe. Il sonne pareil aussi que le participe passé. U, eu. Ce qui le distingue ici, ce qui le distingue du passé simple, c'est cet accent circonflexe qui est la marque du subjonctif et qui est en fait une trace de ce qui était l'état de l'ancien français. Il y avait un S au subjonctif. C'était ust.
qui très rapidement ne s'est plus prononcé et qui est devenu un accent circonflexe. Donc dans beaucoup de mots français, pas tous mais dans beaucoup, l'accent circonflexe est une trace d'un S qui a disparu. Voilà, donc U fait, U tiré. Alors ici c'est du plus que parfait du subjonctif. Ça veut dire que c'est le temps composé qui correspond, comme tous les temps composés correspondent à des temps simples, l'imparfait du subjonctif, le plus que parfait du subjonctif, c'est le temps composé qui correspond à l'imparfait du subjonctif temps simple. Ça veut dire que l'auxiliaire est à l'imparfait du subjonctif et on ajoute un participe passé, ça fait du plus que parfait du subjonctif. Voilà, et puis on peut ajouter quelque chose ici, et là c'est une petite remarque grammaticale qui n'avait pas d'implication sur le vocabulaire, c'est qu'on parle pour cette forme de conditionnel passé deuxième forme. Et là, c'est vraiment pour les experts en grammaire vieille école. C'est quoi le conditionnel passé deuxième forme? Le conditionnel passé, c'est un temps de l'indicatif. J'aurais pu dire ce coupable que la loi sauvagement appliquée aurait fait exécuter sur le champ. Ça, c'est du conditionnel passé classique, aurait fait. Mais dans un français classique, on trouve très souvent une substitution de cette forme par une autre forme, une deuxième forme. On remplace le conditionnel par du plus que parfait du subjonctif. Et c'est ce qu'on appelle du conditionnel passé deuxième forme. Voilà, et vous avez peut-être des vagues souvenirs scolaires pour les plus anciens d'entre vous. Ensuite, on a l'éternelle question des participes passés. Les accords du participe passé, il y en avait plein dans ce texte. Alors, pas d'immenses difficultés, mais des petits cas quand même. Il ne fallait pas se laisser piéger. Abandonner. Alors, j'ai commencé par tous les participes passés. Souvenez-vous que les participes passés, c'est ce qu'on appelle le mode adjectival du verbe. Il peut être employé comme adjectif, il peut être employé plutôt comme verbe. Et puis, il y a des cas un peu intermédiaires. J'ai commencé par relever tous les participes passés employés comme adjectif. Abandonner, une exploitation minière à demi abandonnée. Censé, dans un être pas moins censé. Sauvagement, la loi sauvagement appliquée. Ils ne sont que trop soumis. Leurs longues périodes de l'étude sont coupées, etc. Et bon, la règle est très simple. Hein. Quand le participe passé est employé comme adjectif, il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. C'était le cas ici. À chaque fois, il faut juste le relier au nom qu'il qualifie et vous avez l'accord. On a les cas plus compliqués du participe passé ou des participes passés employés dans des temps composés. Le passé composé, le plus que parfait, le plus que parfait du subjonctif, alors plus que parfait de l'indicatif, plus que parfait du subjonctif. Ici, on en avait plusieurs, je les ai mis en bleu. Le cas le plus difficile, alors je vais commencer par les cas les plus simples peut-être. C'est pas du tout ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, j'afficherai les explications après. Les cas les plus simples, c'était est pas tenté et U tiré et U fait. Pourquoi ? Parce que dans ces trois cas, on a l'auxiliaire avoir. Quand le participe passé intervient dans un temps composé avec l'auxiliaire avoir, vous connaissez la règle, il s'accorde si et seulement si il y a un COD qui est placé avant le verbe. Le cas échéant, il s'accorde avec ce COD. Ce n'était pas le cas ici. Ce coupable que la loi sauvagement appliquée eût fait, si c'est le cas ici, je dis n'importe quoi, ce coupable que la loi sauvagement appliquée eût fait exécuter. Non, en fait, on est dans un cas difficile ici, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, donc je vais reprendre les choses dans l'ordre. Ok, juste pour les cas faciles, n'en eût pas tiré davantage. Je voulais voir si une liberté sagement entendue n'en eût pas tiré davantage. Alors ici, on a un COD qui est en. Et non, c'est pas un COD, c'est un COI. Il n'y a pas de COD, donc c'est parfait, pas d'accord. Ensuite, je m'étonne que pareille expérience n'ait pas tenté plus de princes. N'ait pas tenté quoi? Plus de princes, il y a un COD, il est après, pas d'accord, il n'y a pas de problème. Deux cas difficiles. Le premier, c'était passé. Ici, on est dans le cas du participe passé avec une forme pronominale du verbe. Et je vais suivre tout le cheminement, toutes les questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? C'est-à-dire un verbe qui n'existe qu'à la forme pronominale. Par exemple, se souvenir. Se souvenir, j'ai toujours besoin du se, j'ai toujours besoin du pronom réfléchi. Se souvenir, on ne peut pas dire souvenir, on ne peut pas dire je souviens, etc. C'est un verbe essentiellement pronominal. Si le verbe est essentiellement pronominal, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Si le verbe n'est pas essentiellement pronominal, c'est un verbe qui existe aussi à la forme non pronominale, alors on retombe sur la même règle qu'avec avoir. C'est-à-dire qu'il s'accorde si et seulement si on a un COD qui est antéposé au verbe. Et la difficulté, c'est que ce COD, parfois, c'est le pronom réfléchi lui-même. Donc ici, la longue vie s'était passée. Est-ce que j'ai un COD? La longue vie
avait passé quoi elle-même? Oui, je peux considérer que mon COD, c'est le pronom réfléchi qui reprend le sujet. La vie avait passé quoi? Elle-même, elle s'était passée, c'est-à-dire elle l'avait passé elle-même. Vous voyez, c'est la petite manipulation qu'il faut faire pour faire apparaître le COD. Vous remplacez l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir. La longue vie s'était passée, je remplace par l'auxiliaire avoir. La longue vie avait passé elle-même. Et là, je vois que j'ai un COD et que ce COD, en fait, c'est le pronom réfléchi. Donc ici, on peut considérer que le COD, c'est ce. Il est placé avant le verbe et donc on accorde passé, le participe passé, avec ce COD. Est-ce que c'est clair? Et donc passé, c'est EE, puisque ce qui s'était passé, c'est la longue vie repris par le pronom réfléchi ce. Voilà, alors là, on entre dans les choses un petit peu techniques de la grammaire, hein, les accords les plus difficiles. Et puis, il y avait un autre cas difficile. L'autre cas difficile, c'est ce coupable que la loi sauvagement appliquée eût fait exécuter sur le champ. Ici, on a le cas très spécial où on a un participe passé suivi d'un verbe à l'infinitif. Dans ce cas, effectivement, c'est pas facile, Angélique, je vous le concède. Dans ce cas, si on a un participe passé suivi d'un verbe à l'infinitif, il y a accord avec le COD si et seulement si ce COD, placé avant le verbe, est agent du verbe à l'infinitif. En d'autres termes, il faut que celui qui fait l'action du verbe à l'infinitif, ce soit le COD placé avant le verbe. Dans ce cas, ça s'accorde, le participe passé s'accorde avec le COD. Ici, la loi sauvagement appliquée eût fait exécuter sur le champ. Eût fait exécuter, j'ai un participe passé fait suivi d'un verbe à l'infinitif, mais qui exécute? Qui exécute? Est-ce que c'est ce coupable qui exécute? Non. Le coupable, il est exécuté. Il est le COD du verbe à l'infinitif, il n'est pas son agent. Donc ici, je n'ai pas d'accord. Et de toute façon, je vous donne une astuce. Quand l'infinitif, quand le participe passé, c'est le verbe faire, il n'y a jamais d'accord. Quand vous avez le participe passé de faire suivi d'un verbe à l'infinitif, jamais d'accord. Ça fait partie des petites règles difficiles. Il faut vous faire des petites fiches, vous mettre en place un système d'interrogation et faire rentrer comme ça petit à petit avec des réactivations régulières ces difficultés. Voilà, et moi je vous avais mis voilà, les questions avec l'auxiliaire avoir. J'avais oublié, je vous avoue qu'en préparant ma correction, je me suis pas arrêté sur ce participe passé suivi d'un infinitif. C'est un des accords les plus difficiles. Voilà, donc je rappelle la règle. Participe passé suivi d'un infinitif, il y a accord si et seulement si j'ai un COD placé avant le verbe qui est l'agent, c'est-à-dire l'entité qui fait le verbe à l'infinitif. Par exemple, dans eût fait exécuter, je me demande qui exécute. Ici, qui exécute, ce n'est pas les coupables, ce n'est pas la loi, c'est probablement un bourreau, mais en tout cas, il n'est pas mentionné dans la phrase, donc je n'ai pas de COD avant le verbe qui soit agent, donc je n'accorde pas. On continue. La plupart, alors là, je me suis rendu compte que j'avais enlevé la difficulté en faisant la liaison, c'est-à-dire en lisant correctement, ce qu'on devrait tous faire. La plupart des hommes ressemblent à cet esclave. Et puis, comme je m'en suis rendu compte, j'ai arrêté de faire la liaison dans mes relectures pour induire le doute et vous faire réfléchir. Alors, la règle est simple, le verbe s'accorde avec le complément de la plupart d'eux. Ce qui est bien, ce qui est facile du coup, la plupart des hommes ressemblent. J'accorde au pluriel. Si j'ai la plupart du pain est rassis, si j'ai un nom avec la plupart d'eux ou la plupart du temps est perdu en vaine difficulté, en travail inutile, la plupart du temps est perdu en travail inutile, et ce sera au singulier. Voilà, et s'il n'y a pas de complément, on met le verbe au pluriel. Où sont les enfants? La plupart sont partis. Et enfin, on va terminer avec l'orthographe d'usage, c'est-à-dire quelques remarques sur certains mots qui pouvaient poser des difficultés. Alors là, on est sur des demi-points. Ces mots, alors ils sont plus ou moins difficiles, ça dépend. On a les mots illogiquement. Alors, ce n'était pas le premier, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en premier. Illogiquement, il fallait mettre deux L. Et là, il y a une règle toute simple. Les mots qui commencent par il, phonétiquement, prennent tous deux L. Les mots qui commencent par il prennent tous deux L, sauf il, le mot il, accent circonflexe LE, et le mot ilo, qui est dérivé du mot il. Donc là, vous le savez, illogique, illégitime,
illettré, illicite, illico, même si là c'est autre chose, il y aura toujours deux L, sauf il et ilo. Ensuite, le mot corridor. Le mot corridor, il prend deux R et ça ne s'invente pas, il faut le savoir, c'est un emprunt de l'italien. C'est un mot de l'italien, corridor. Ça veut dire en italien le lieu où l'on court à l'origine. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que les Italiens ont l'habitude de courir dans les couloirs? Vous leur demanderez. Mais il faut penser à mettre ces deux R. Ensuite, souterrain. Souterrain prend deux R. Et vous le savez, si vous faites un peu de lexicologie et que vous savez que souterrain est un nom construit par dérivation et que son radical ou sa base minimale, qui sont les mêmes dans ce mot, c'est terre. T-E-2-R-E. Terre donne terrain, terrain donne souterrain, et donc ça prend deux R comme terre. Voilà, on avait le mot censé. Censé, S, à ne pas confondre avec censé avec un C. Censé est censé, ce qui a du sens. Donc, censé, ça vient du mot sens, c'est construit par dérivation. Et donc, il faut l'écrire avec un S. Si je dis « je suis censé arriver à l'heure », on va l'écrire avec un C. Angélique, je réponds à votre question juste après. Je finis mon petit tour d'horizon. Une autre difficulté, c'était exécuter. Où est-ce qu'on met les accents? Eh bien, on ne met jamais un accent à un E devant un X. Il n'a pas besoin d'accent pour se prononcer de manière accentuée. Donc, exécuter, pas d'accent. Sur le champ, il faut penser à deux choses. Sur le champ, c'est une locution adverbiale. Il faut penser à mettre les tirets pour réunir cette locution et surtout ne pas mettre de S à champ, ce qui est une erreur très commune. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, je pense savoir pourquoi. On met des S à quand et à champ. Il ne faut pas. Voilà, et puis enfin, hébétude. Alors hébétude, on se demande d'où vient cette orthographe parce qu'on a l'impression que c'est un rapport avec le mot bête. Eh bien, pas du tout. Hébétude, ça vient du latin hebes, hébetis, qui est un adjectif qui veut dire émoussé, qui manque de vivacité. Hebes, hébetis, émoussé, qui manque de vivacité, et qui a donné le mot hébétude. Et dans un second temps, il a été rapproché, un peu confondu, vous voyez, il y a eu comme une fusion avec esbesté, qui va se prononcer très vite, hébété, qui est l'ancien français qui signifie rendre bête, transformer en bête. Davantage, c'est un adverbe qui vient de plus avantage, de version élidée avantage, et qui s'écrit maintenant en un seul mot. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et j'ai fait le tour des difficultés que je voulais évoquer avec vous. Alors, les résultats, ça donne quoi? Première chose, et est-ce que vous avez des questions? En attendant vos résultats, pour ceux qui veulent les donner, j'espère que ça s'est bien passé. Je vais prendre la question de Angélique qui demandait ce que signifie pointillogiquement. Point, ça veut dire pas. Et illogiquement, ça veut dire de manière non logique. Donc, pointillogiquement, c'est une double négation qui veut dire en fait logiquement. Logiquement, il se vengeait sur l'empereur de ses 43 ans de servitude. Alors, c'est une formule un peu tordue, effectivement. On pourrait le remplacer par de manière logique ou logiquement. Point, c'est l'adverbe de négation et suivi d'un autre adverbe. Donc, c'est un adverbe qui modifie un adverbe qui nie un adverbe. Pointe illogiquement. Est-ce que c'est bon? 15 sur 20, alors j'ai dit que c'était sur 10, hein, parce que la dictée est courte. Donc 15 sur 20, ça fait 5 sur 10. Attention, 16 sur 20, ça fait 6 sur 10. On a dit que c'était noté sur 10 parce que cette dictée est courte. Mais peu importe, puisque de toute façon, la notation n'a aucune importance. 6 sur 10, bravo Caïn, c'est pas mal du tout. Delphine demande un rappel de la règle de c'était et c'était. Alors, c'était avec un C, ça peut être remplacé par cela était. C'est, ça vient de cela, ça vient du pronom démonstratif. Cela était, comme dans c'est, cela est. Ah, c'est Pierre qui arrive, cela est Pierre qui arrive. Si c'est S apostrophe, c'est le pronom réfléchi. Il s'était mis à travailler, ça veut dire il se était mis à travailler, ça veut dire il avait mis lui-même à travailler. Vous voyez la manipulation qui fait qu'on remplace le pronom réfléchi, la forme pronominale, par une formule avec avoir. Il s'était mis à travailler, il avait mis lui-même à travailler. Ça fait apparaître plein de choses. Alors, que signifie davantage? L'adverbe davantage, on peut le remplacer par plus.
il n'en eut pas tiré plus de choses. Davantage, ça veut dire plus. Voilà, alors je félicite tous ceux qui ont des bonnes notes, je félicite encore plus tous ceux qui ont des notes moyennes ou mauvaises et qui prendront le temps de bien noter les règles qui leur ont manqué, de bien noter l'usage des mots qui leur ont manqué, parce que l'essentiel, c'est pas du tout quand on fait une préparation à un concours et singulièrement au CRPE, c'est pas du tout d'avoir des bonnes notes, surtout en début d'année. C'est d'être obsédé par ces erreurs. Donc, profitez des erreurs que vous avez faites pour les comprendre, vous assurer de ne plus jamais les faire. Et c'est cette dynamique, la pugnacité et l'humilité, c'est ce que je répète sans cesse aux pauvres étudiants de Objectif CRPE qui doivent ne plus en pouvoir. Ce sont probablement les deux vertus, plus que le niveau de QI et la connaissance grammaticale, qui permettent de réussir au concours. Humilité, j'ai eu une mauvaise note, tant pis, j'apprends, je ferai mieux la prochaine fois. Et pugnacité, je combats, je remonte sur mon cheval, j'y vais et je lâche rien. Voilà, et je pense que c'est une conclusion valable. Hein, je m'étais donné 1 heure, j'ai un peu dépassé, pardon. J'ai un peu dépassé, je vous propose qu'on en reste là, n'hésitez pas à continuer à poser des questions sur le chat, on pourra continuer à vous répondre un peu et en attendant, je vous remercie pour votre participation active, j'étais ravi de passer un petit moment avec vous pour faire de la grammaire qui, comme le dit je ne sais plus quel auteur, est un des sports les plus agréables. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Alors aux étudiants d'Objectif CRPE, à très bientôt pour un cours. On se revoit très bientôt. Et puis aux autres, n'hésitez pas à nous rejoindre pour faire de la grammaire avec nous, pour faire de la culture générale avec nous, faire de l'expression avec nous et vous donner tous les moyens de réussir le CRPE. Très bonne soirée à tous et à bientôt.